Dans cette vidéo, nous allons comprendre le processus de la radioactivité alpha à travers le phénomène d'effet tunnel en mécanique quantique. La radioactivité alpha correspond à l'émission d'une particule alpha, c'est-à-dire un noyau d'hélium composé de 2 neutrons et de 2 protons. Cette particule est éjectée depuis un noyau lourd. Or, selon la mécanique classique, une telle éjection est interdite. La particule alpha est confinée à l'intérieur du noyau par une barrière de potentiel d'origine coulombienne. Cette barrière de potentiel est homogène à la charge des protons à l'intérieur, divisée par la distance entre eux fois un facteur de Coulomb. Cette barrière de potentiel est plus élevée que l'énergie cinétique de la particule alpha, ce qui, classiquement, empêcherait toute sortie. Pourtant, on observe expérimentalement cette émission. C'est là qu'intervient la mécanique quantique et plus précisément l'effet tunnel. L'interprétation quantique de la radioactivité a été proposée en 1920 par George Gamow. Il a notamment calculé le coefficient de transmission, c'est-à-dire la probabilité pour qu'une particule alpha traverse la barrière de potentiel et soit émise. Dans un premier temps, nous allons rappeler ce qu'est l'effet tunnel à travers l'exemple de la barrière de potentiel. Nous allons calculer les coefficients de réflexion et de transmission à partir de l'équation de Schrödinger. Et dans un second temps, nous appliquerons ce formalisme au cas d'un noyau lourd en modélisant la barrière de potentiel colombienne, puis en suivant la méthode de Gamow pour en déduire la probabilité de transmission. Donc nous allons commencer par la première partie, barrière de potentiel. Dans cette première partie, on va voir donc la solution de l'équation de Schrödinger lorsqu'une particule est soumise à un potentiel qui correspond à une barrière de hauteur V0. Donc le potentiel est modélisé par l'équation suivante. Donc V de x est égal à V0 entre 0 et A et est égal à 0 ailleurs. Rappelons d'abord qu'est-ce qu'un état quantique. En mécanique quantique, la particule est modélisée ou on lui associe un état, donc une fonction d'onde complexe qui caractérise son état physique. Pour un quantum libre, l'interprétation de psi, c'est dp est égal à le module au carré de psi au carré fois dx. Cela correspond à la probabilité de trouver la particule dans un intervalle x et x plus dx. Alors c'est tout ce qu'on sait de physique sur la fonction d'onde. Cette interprétation a été introduite par Max Born. La probabilité est normalisable, c'est-à-dire que l'intégrale de moins l'infini a plus l'infini de dp est égal à 1, c'est-à-dire de psi, de x et de t au carré dx. La fonction d'onde est homogène à une longueur à la puissance moins 1,5. Donc la probabilité sans unité dx est homogène à une longueur, donc psi est homogène à 1 sur racine de longueur. On peut introduire aussi un ρ qui est égal à d de p sur dx, qui est égal à psi de x et de t au carré. Cela correspond à la densité linéique de probabilité. Alors ici, je répète l'énigme puisqu'on travaille à une seule dimension, donc selon l'axe OX. À partir de cette densité lénique, ρ, on peut faire l'analogie avec l'électromagnétisme, c'est-à-dire on peut construire une équation de conservation comme dans l'électromagnétisme. En électromagnétisme, l'équation de conservation, c'est d de ρ sur dt plus la divergence de j qui se transforme en d de j sur dx à une dimension est égal à 0. C'est une équation de conservation. G, c'est la densité, c'est le vecteur densité de probabilité de charge dans le cas de l'électromagnétisme. Donc on va faire l'analogue avec l'électromagnétisme. Donc ρ en électromagnétisme, c'est la densité de charge, c'est-à-dire dq sur 2v. Et on sait aussi que J en électromagnétisme est égal à ρ fois v.
Donc en mécanique quantique, donc on peut remplacer V par une vitesse de groupe puisque c'est un paquet d'ondes qui se propage. Vg est une vitesse de groupe. Et par conséquent, donc on peut, donc ici la propagation selon x, on peut écrire d de rho sur dt plus d sur dx de rho Vg est égal à 0. Donc c'est l'équation de conservation de probabilité ou de courant de probabilité. On travaille uniquement avec des particules non relativistes. Donc les particules non relativistes, c'est quand sa vitesse de groupe est inférieure à C sur 10. Avec C, c'est la célérité de la lumière qui vaut 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Donc voici toutes les informations et les notions de base qu'il faut connaître avant de résoudre l'équation de Schrödinger. Maintenant, pour la résolution de l'équation de Schrödinger, on va supposer que la fonction d'onde est stationnaire, c'est-à-dire que psi de x et de t est s'écrit de la façon suivante, donc une fonction qui dépend uniquement de x et une autre fonction qui dépend de t. Donc je mets la barre en dessous puisque c'est des nombres complexes, des fonctions complexes. Lorsqu'on injecte cette expression dans l'équation de Schrödinger, on obtient l'équation suivante. Donc moins h bar au carré sur 2m d de psi sur dt, c'est moins h bar au carré sur 2m fois phi seconde de x fois f de t, plus v de x, phi de x, f de t, est égal à i h bar, phi de x, fois f' de t. Ensuite, en séparant les variables, donc on va placer les fonctions qui dépendent de x d'un côté et les fonctions qui dépendent de t de l'autre côté. Et on aura donc moins h bar au carré sur 2m phi seconde de x sur phi de x. Donc là, je vais diviser le tout. Donc on va diviser le tout par 1 sur phi de x fois f de t. Donc lorsqu'on fait ça, on obtient moins h bar au carré sur 2m, phi seconde sur phi, plus v de x est égal à i h bar f' de t sur f de t. Donc on a un côté qui dépend uniquement de x, donc spatialement, et un autre côté qui dépend de t. Donc la seule possibilité, c'est quand les deux sont égaux à une constante. Et cette constante, on peut l'identifier à l'énergie de la particule, puisqu'il est homogène à une énergie. Le potentiel ici, c'est une énergie. Et donc on trouve un système d'équations, moins h bar au carré sur 2m phi seconde de x moins e phi de x est égal à 0, et f' de t moins, donc i h bar f' de t moins e f de t est égal à 0. On va résoudre ce système. Donc la solution de la partie temporelle, donc f de t, serait simple. On trouve f de t, donc là je vous rappelle que l'énergie est toujours constante. Donc f de t est égal à une constante a exponentielle moins i e t sur h bar. Et donc finalement, psi de x et de t est égal à phi de x fois une constante a exponentielle moins i e t sur h bar. Alors maintenant, il nous reste à trouver la fonction phi de x, donc on va résoudre l'équation différentielle suivante. Donc la résolution de cette équation, on va la simplifier d'abord. Donc résolution, c'est psi seconde plus 2m e sur h bar au carré phi est égal à 0. On va poser cette constante est égale à k au carré, puisqu'il est positif. Donc k au carré est égal à moins 2m e sur h bar au carré. Et donc les solutions sont des exponentielles complexes, c'est-à-dire a exponentielle ikx plus b exponentielle moins ikx. Donc je vais prendre un a' pour ne pas mélanger avec la constante temporelle. Et finalement, on trouve
la solution totale qui vaut une autre constante a exponentielle i kx moins le terme temporel, donc et sur h bar, plus b exponentielle moins i kx plus et sur h bar. Donc voici la solution. Pour interpréter cette solution et comprendre chaque terme, donc ici on identifie une onde plane, donc une OPPM qui se propage selon le x croissant. Et ici on a une OPPM, donc une onde plane progressive monochromatique qui se propage suivant les x décroissants. Donc voilà. Donc pour faire le lien avec la barrière de potentiel, donc les solutions sont les suivantes. Donc cette partie là, c'est l'onde incidente, donc c'est l'onde qui arrive de la gauche vers la droite, et probablement ici on a une onde réfléchie. Mais pour connaître ça, il faut impérativement donner une valeur du potentiel. Donc ici j'ai pris un potentiel V de x est égal à 0, car on travaille dans la première zone. Donc ici on est bien sûr dans la première zone, ou en général pour un quantum libre. Donc on va prendre ça pour la première zone, il faut prendre plusieurs zones. Donc ici on a la première zone, ici on a la deuxième zone, et ici on a la troisième zone. Donc la solution dans la première et la troisième est la même. Donc ici on va voir, donc pour les zones 1 et 3, V de x est égal à 0. Donc les solutions sont les suivantes. Donc on va avoir un psi 1 x de t qui est égal à, on va prendre par exemple un A1 exponentielle i kx moins et sur h bar, plus B1 exponentielle moins i kx plus et sur h bar. Et la troisième solution, donc c'est pareil. Donc c'est A3 exponentielle i kx moins et sur h bar. On a changé tout simplement les constantes. Et B3 exponentielle moins i kx plus et sur h bar. Donc pour interpréter cela, donc je vais redessiner l'allure du potentiel. Donc ça c'est x, ça c'est V de x. Donc on a dit que le potentiel, il s'agit d'une barrière de hauteur V0 et d'épaisseur A. Donc ici on a une hauteur V0 et d'épaisseur 0. Et on a ici plusieurs zones. Donc là c'est la première zone, la deuxième zone et la troisième zone. Donc pour interpréter ces résultats pour l'instant, donc avant de prendre la deuxième zone, on va donc le premier terme qui correspond à A1, prendre une autre couleur. Premier terme qui correspond à A1, donc ce terme, c'est tout simplement l'onde incidente. Donc ici on a l'onde incidente. Puisque ce terme, c'est une OPPM qui se propage selon le x croissant. Ensuite, on a donc l'autre terme, je vais prendre en ordre, donc B1. B1, c'est une OPPM qui se propage selon les x décroissants dans la première zone, donc la seule possibilité, ça sera une réflexion. Donc c'est la réflexion de A1. Donc ici on a réflexion. Voilà. Et ensuite on passe à psi3. Donc l'onde incidente, il arrive de la gauche vers la droite. Donc ça veut dire que ce terme-là, qui est ici, c'est un terme qui est impossible, puisque c'est une OPPM qui se propage suivant les x décroissants. Et ici, devant la barrière, il n'y a rien. Donc ça veut dire qu'une fois l'onde sort de la barrière, il va continuer son chemin. Donc ce terme-là est impossible physiquement, donc on va le barrer. Donc impossible physiquement. Il nous reste le dernier terme. Le terme, on va prendre une autre couleur, par exemple là. Donc le A3. Le A3, c'est une OPPM qui se propage suivant les x croissants. Et donc la seule possibilité, c'est une onde transmise.
A3, c'est une onde transmise. Donc voilà. Donc on a trouvé les solutions en dehors du potentiel. Maintenant on va voir à l'intérieur du potentiel, c'est-à-dire il nous reste la zone 2. Dans la zone 2, V de x est non nul est égal à V0. Et il faut le prendre en compte dans l'équation de Schrödinger. C'est-à-dire que dans la solution que j'ai trouvée ici, on va remplacer V de x par V0. Et dans ce cas-là, on va trouver moins h bar au carré sur 2m, voilà, plus, donc fois psi seconde de x, plus V de x fois phi de x est égal à E fois phi de x. Et on a une deuxième solution qui reste toujours la même, c'est f de t est égal à une constante a exponentielle moins E t sur h bar. Donc là, on a changé tout simplement la première solution, mais puisque v de x est égal à v0 dans la deuxième zone, donc ici on remplace par v de 0. Donc là, le seul changement par rapport à la première et la troisième zone, c'est ce terme supplémentaire v0 phi de x. Donc là, l'équation se transforme en moins h bar au carré sur 2m phi seconde de x. On peut prendre l'autre terme de l'autre côté, on va voir plus phi de x facteur de v0 moins est égal à 0. Donc ça fait h bar au carré sur 2m, ou plutôt on va enlever le h bar pour avoir une écriture canonique, donc phi seconde de x plus 2m e moins v0 sur h bar au carré phi de x est égal à 0. Donc voici la solution. On va supposer que l'énergie de la particule est une énergie qui est inférieure, donc E est inférieur à V0. Donc c'est ça qui fait ce qui donne en fait l'originalité de ce phénomène de l'effet tunnel et qui n'a pas d'équivalent en mécanique classique, c'est le fait que l'énergie cinétique ou l'énergie de la particule, E, est inférieure à V0. Donc c'est-à-dire que ce terme que je vais appeler Q est un terme, je vais appeler Q au carré, c'est un terme négatif, donc complexe. On va poser Q est égal à la racine de 2m moins V0 sur h bar au carré. Donc phi seconde de x moins Q au carré, phi est égal à 0. Plutôt c'est V moins V0. Donc c'est V moins E0. Et donc finalement, on trouve des solutions en cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique. Mais on va choisir des exponentielles réelles, car ici on a une barrière de potentiel. Lorsqu'on a une marge de potentiel ou d'un pi infini, dans ce cas-là, il est conseillé de prendre des cosinus et des sinus hyperboliques. Et vous avez le choix. Voilà. Donc par expérience, on va prendre tout simplement des solutions de la forme A2, donc exponentielle Q de x plus B2 pardon, exponentielle moins Q de x. Donc A2 et B2 comme les A3 et A1, ce sont des constantes d'intégration. Et pour trouver ces constantes d'intégration, on va utiliser donc les conditions de raccordement. C'est-à-dire la continuité de la fonction d'onde et de sa dérivée dans 0 et en A. Les conditions de raccordement sont les suivantes. La fonction phi en x est égale à 0 plus, est égale à la fonction x, à la fonction phi en x est égale à 0 moins. La fonction en x 0 plus, donc c'est dans la première zone, donc ça correspond à phi 1. Et pour x est égal à 0 moins, cela correspond à la position, donc ici c'est la position 2, et ici c'est la position 1. Et on a la dérivée aussi, donc phi prime en x est égal à 0 plus en 2 est égal à phi 1 prime en x est égal à 0 moins.
Donc ça, c'est le premier groupe des conditions de raccordement. Maintenant, on passe à la deuxième zone, c'est-à-dire on phi x est égal à 1-, et on phi x est égal à a+. Donc 1-, c'est à gauche, donc on est toujours dans la deuxième zone, et on x est égal à a+, c'est la troisième zone. Et pareil pour la dérivée, donc phi'2 est égal à phi3' en x est égal à a+. Et on aura, en plus de la continuité et la dérivée première, et en plus la condition de normalisation, donc cela permet de définir totalement la fonction d'onde. Donc on va commencer par la première équation, donc phi2 est égal à phi1 en 0. Alors phi2 est régi par la solution suivante, c'est-à-dire, alors elle est où la fonction? Elle est juste là, donc c'est phi2. Donc c'est A2, donc en 0 ça nous donne A2 plus B2 est égal à phi1, donc A1 plus B1. Pareil pour la deuxième, on va avoir A2 plus A2 exponentielle AX plus B2 exponentielle moins AX est égal à B3. Donc B3 on a dit que c'est une solution impossible, c'est-à-dire que c'est A3. Donc ici on va voir A3 exponentielle moins I kx, donc plus I kx moins E t sur h bar. Maintenant les dérivés, donc on dérive la fonction d'onde en 2. Donc la fonction, lorsqu'on dérive, on fait descendre le terme A, donc Q. Donc on va voir ici QA2 moins QB2 est égal à la dérivée dans la première zone, et dans la première zone, donc la dérivée fait descendre le terme K. Donc là on va voir KA1 moins B 1 fois K. Alors maintenant pour la dérivée en x est égal à 1-, donc on va voir QA2 exponentielle. Ici c'est pas AX, c'est QA. Voilà, et là c'est KA. Et on a pris la partie stationnaire, c'est-à-dire ici on va voir IKA, voilà. Là c'est pareil, donc UK moins Q B2 exponentiellement AQ est égal à A3 fois IK exponentielle IK. Donc voici le système des équations. Donc on a 4 inconnus et 4 équations, donc on peut résoudre ce système. Donc avant de résoudre ce système, cherchons les expressions des courants de densité de probabilité pour trouver le coefficient de réflexion et le coefficient de transmission. Donc le vecteur densité de probabilité est défini comme je l'ai défini tout à l'heure par ρ fois la vitesse de groupe. Ρ c'est la densité. Donc on va prendre la partie spatiale uniquement, c'est-à-dire phi de x, la norme au carré, puisque la norme de exponentielle i e t sur h bar est égale à 1 fois vg. Donc on va avoir 3j, donc j incident dans la zone 1, qui est égal à phi 1 de x fois vg, et pour vg, donc on va utiliser la relation de De Broglie, donc p est égal à h bar k, ça veut dire que mvg est égal à h bar k, et par conséquent vg est égal à h bar k sur m. Et donc là ça nous donne h bar k1 sur m. Donc g incident, c'est la norme de phi 1 de x fois h bar k sur m selon ex. Donc ça c'est incident.
pour le courant réfléchi, donc on a JR est égal à, donc la même chose phi 1 de x, h bar k sur m, mais selon moins x. Et ensuite, il reste le courant de densité transmis, donc on va l'appeler JT, et elle est transmise dans la troisième zone, donc c'est phi 3 x, h bar k sur m, selon ex. Alors, dans les normes, donc les normes des fonctions d'onde, il n'y a que l'amplitude qui reste, donc c'est-à-dire dans la fonction phi 1, c'est A1 qui reste, parce que le exponentiel i c'est un complexe, donc sa norme est égale à 1. Et donc on va trouver pour la première, donc c'est A1 fois h bar k sur m ex, B1 moins B1 h bar k m ex, et pour le JT, donc on a dit que c'est A3 h bar k m selon ex. Et donc maintenant on peut calculer directement. Alors ici il faut faire juste attention parce que lorsque j'ai calculé le densité de courant, il y a un h bar supplémentaire qui est dû à la relation de Planck, donc c'est h bar k. Donc ici on doit avoir un h bar au carré. Donc h bar au carré, donc c'est la psi au carré ici, pardon. Donc il y a un carré, donc ça fait carré, carré. Voilà. Donc c'est la définition de la fonction d'onde. Voilà, j'ai oublié ce carré qui était là. Donc voilà les J. Alors maintenant on va calculer le coefficient de réflexion qu'on a noté par R, et c'est le module de G réfléchi sur G incident. Et donc on trouve B1 au carré sur A1 au carré. De même pour le coefficient de transmission, c'est JT sur GI en norme. Et donc d'après ces expressions, on trouve donc le coefficient de transmission sera A3 sur A1 au carré. Donc voilà. Alors maintenant, nous allons nous intéresser uniquement au coefficient de transmission parce que la probabilité que la particule franchit la barrière est donnée par ce coefficient. Donc il est proportionnel à la probabilité que la particule, donc ici ce sera la particule alpha, franchit la barrière. Et à partir de ces quatre équations, donc l'équation 1, l'équation 2, l'équation 3 et l'équation 4, on peut exprimer A3 en fonction de A1 et on peut trouver donc que le coefficient de transmission est égal à 1 sur 1 plus V0 au carré sur 4E V0 moins E fois le sinus hyperbolique de Q fois A. Avec Q bien sûr, c'est racine de 2m V moins E0 sur H bar au carré. Donc un calcul non demandé, mais on peut le faire. Il faut tout simplement isoler le A1 et le A3 et trouver une relation entre les deux. Donc on a 4 équations. Donc c'est un petit exercice mathématique et on peut remonter à cette expression. Donc cette expression nous donne la probabilité que la particule franchit la barrière. Alors on va essayer de la simplifier dans le cas d'une barrière épaisse. Donc une barrière épaisse, c'est lorsque le terme Q fois A est très très grand devant A. Dans ce cas-là, le sinus hyperbolique au carré de QA est très très supérieur devant 1. Et donc on peut approximer le T, le coefficient de transmission, donc le terme au dénominateur en V0 au carré sinus hyperbolique QA domine sur le 1, donc il reste que 4E V0 moins E sur V0 au carré fois 1 sur sinus hyperbolique au carré de QA. Le sinus hyperbolique, lorsque QA est très très grand,
est donné par, donc déjà le sinus, cosinus, sinus support Vx, c'est donc c'est exponentielle QA moins exponentielle moins QA sur 2. Donc lorsque QA est très très grand devant 1, donc c'est approximativement exponentielle QA sur 2. Donc sinus hyperbolique au carré de QA, c'est approximativement exponentielle moins 2QA sur 4. Plus 2QA sur 4. Et donc on va reporter ça dans l'expression de coefficient de transmission. Donc T, c'est 4E V0 moins E sur V0 au carré fois donc exponentielle moins 2QA sur 4. Donc fois 4, donc on va avoir 4 fois 4 et donc ça fait 16. Donc ici on a 16. Donc voici l'expression du coefficient de transmission. On va fixer on va fixer la valeur de V0, c'est une valeur fixe, et on va poser x est égal à E sur V0. Donc si on pose x est égal à V sur 0, on trouve que l'amplitude, donc 16 E sur V0 au carré V0 moins E, c'est 16 x 1 moins x. Pour x, bien sûr, qui est compris entre 0 et 1. Donc on a dit que l'énergie ne peut pas dépasser V0, il est toujours inférieur à V0. Donc le rapport E sur V0 est compris entre 0 et 1, puisque l'énergie ne peut pas être négative et ne peut pas dépasser V0. Donc pour cela, T0, qui est donné par cette expression, et varie. Donc si x varie entre 0 et 1, alors T0 est varie entre 0 et 2. Et on peut le voir en traçant la fonction suivante, x 1 moins x en fonction de x, et on trouve que il est nul en x est égal à 1 et nul en 0. Et lorsqu'on la dérive, donc la dérivée nous donne 1 moins x plus donc 1 moins x, c'est-à-dire qu'il admet un maxima entre 0 et 1, et ce maxima il est quelque part ici, est égal à 1 quart. Donc voilà. Donc on va prendre la moyenne de T0, puisque T0 varie de 0 à 1 et sa moyenne c'est 1 quart. C'est-à-dire que ce terme x1 moins x, on va le prendre est égal à donc x1 moins x avec le t, donc c'est-à-dire que T0 est approximativement est égal à 1. Alors T0 c'est l'amplitude de t, c'est-à-dire c'est ce terme là, T0, et donc on peut approximer T0 par sa moyenne qui vaut 1, parce que c'est une fonction qui varie de 0 à 2, donc la moyenne c'est 1. Maintenant, on va remplacer T0 par 1 et on trouve que T, c'est approximativement exponentielle moins 2 QA. Donc log de T, le logarithme de la transmission, c'est moins 2 QA. Donc cette relation, elle est importante. Et on va, donc maintenant, on va voir l'application de tout ça sur la radioactivité alpha. Radioactivité alpha. La radioactivité alpha est l'émission de noyaux d'hélium 4, appelés particules alpha, par des noyaux atomiques lourds, comme par exemple l'uranium ou plutonium ou d'autres. La réaction est la suivante, donc un noyau lourd X de nombre atomique A, Z, qui se désintègre en un noyau d'hélium, donc la particule alpha, plus un noyau phi A-4
et Z-2. Cette réaction, donc le A représente le nombre de nutriments, le Z c'est le nombre de protons du noyau X. Georges Gamow fut le premier en 1928 à interpréter la radioactivité alpha grâce à l'effet tunnel. Donc on va supposer que le noyau X est constitué préalable de la particule alpha. On va supposer que, comme dans la figure que j'ai représentée au début de ce cours, donc la particule alpha est confinée à l'intérieur du potentiel colombien du noyau. Et on va assimiler donc le potentiel créé par le noyau lourd. Donc c'est un potentiel qui a la forme suivante, V de X. Donc il a une hauteur V0. Voilà, mais il a la forme suivante. Donc là on a une barrière, donc un puits de potentiel, et ensuite on a une barrière coulombienne, voilà, jusqu'à V0. Et ce potentiel décroît jusqu'à atteindre le 0. Donc voilà le potentiel colombien. Donc ce point-là, on va l'appeler X0. L'énergie de la particule alpha à l'intérieur, c'est E. Et on va prendre donc Xm, l'intersection de E avec le potentiel. Donc voici l'allure de l'énergie potentielle du noyau. Pour des grandes valeurs de X, cette énergie potentielle correspond à la répulsion électrique électrostatique qui a un profit. Donc le profit ici est donné par une constante K divisé par 4pi epsilon0 fois X. Pour X inférieur à X0, on a une interaction nucléaire attractive qui intervient et l'énergie potentielle est un puits très profond. Donc ici on a un puits de potentiel qui correspond à une énergie potentielle nucléaire. Donc une fois la particule a assez d'énergie pour pénétrer dans le profil colombien, elle va être capturée par le noyau. On va supposer que ce puits est profond. Alors maintenant, pour donner des exemples, on va supposer que le noyau lourd, c'est l'uranium. Donc l'uranium a un Z qui est égal à 92, et son X0, c'est de l'ordre de 3,5 fois 10-15 mètres. Donc c'est la distance de capture. C'est-à-dire si on arrive à dépasser cette interaction, l'interaction avec le cortège électronique et la périphérie du noyau, donc la particule va être capturée dans ce puits. Voilà. On va prendre par exemple une particule alpha qui a une énergie E qui est de l'ordre de 4 MeV, donc 4 mégaélectronvolts. Donc un électronvolt est de l'ordre de 10-19 joules. Alors maintenant, on va rappeler le profit de l'interaction colombienne. Donc, si on a deux charges, Q1 et Q2, l'énergie potentielle électrostatique entre ces deux charges est donnée par Q1, Q2 sur 4pi epsilon0 fois la distance entre la particule 1 et 2. Dans le cas de le noyau d'uranium et la particule alpha, on a une interaction de la forme, donc le produit Q1 et Q2 est égal à donc le noyau, donc la particule alpha, sa charge C2, son ZC2, fois le Z de l'uranium, bah, ça sera donc Z-2, donc Z de l'uranium moins 2, parce que 2 est occupé par la particule alpha, donc là on prend le reste, on prend les autres particules que la particule alpha, fois bien sûr E au carré, donc c'est la charge élémentaire. On va supposer que la distance entre le reste du noyau d'uranium et la particule alpha, c'est X. Et donc V0, le potentiel, c'est 2Z-2 fois E au carré sur 4pi epsilon0 X0. Et l'énergie de la particule, pour trouver l'énergie de la particule, on va tout simplement
prendre ce point, et donc l'énergie de la particule, c'est V en xm. Donc E est égal à 2, Z moins 2 E au carré, sur 4 pi y0 en xm. Donc voici V0, voici E. Donc maintenant on pourra, donc on peut calculer le facteur Q dans le fait tunnel. Donc Q est égal à racine de 2m V0 moins E sur H bar. Avec les données qu'on a, donc on va prendre x0, xm, z, donc c'est 92, la charge élémentaire de l'ordre de 10-19 joules, on a y0, donc en général le facteur 1 sur 4 pi y0 est de l'ordre de 8,98 fois 10 à la puissance 9 en unité SI. Donc avec ces données, on trouve un Q qui est de l'ordre de 3,67 fois 10 à la puissance 15 et son unité c'est mètre moins 1. Donc lorsqu'on multiplie Q fois A, on trouve 224. Donc A c'est la largeur de ce puits. Donc la largeur de ce puits, ça sera le rayon de noyau d'uranium. Donc le noyau d'uranium va prendre un A qui est de l'ordre de... on va prendre quelque chose de l'ordre de 10-15 mètres. Voilà. Et lorsqu'on fait le calcul, on trouve 224 qui est très très supérieur devant 1. Et donc on est bien dans le domaine des barrières épaisses. Barrières épaisses. Donc c'est une barrière épaisse. Et donc on a le droit d'utiliser ce résultat. Log de t est égal à moins 2 Q1. Donc le coefficient de transmission de la particule alpha est donné par exponentielle moins 2 Qx. Alors maintenant, donc on va suivre la méthode de Gamow pour trouver l'expression de t. Donc la méthode de Gamow est la suivante. Donc on va écrire t en x plus dx. Voilà. C'est exponentielle moins 2 qx plus dx. Et ça c'est t de x exponentielle moins 2 q dx. Donc tx plus dx est égal à t de x. Pour une barrière, donc l'expression 2k dx, c'est donc on peut faire un développement limité de l'exponentielle et on a un moins 2 q dx. Donc t de x plus dx moins t de x divisé par t de x est égal donc moins 2 q d de x. Et là on a une dérivée logarithmique, c'est-à-dire d de log t est égal à moins 2 q dx. Et on intègre, donc log de t. Donc on va intégrer sur l'épaisseur du puits de potentiel, donc c'est entre 0 et x. On va intégrer plutôt sur cette zone-là. Parce qu'en fait, c'est ça, donc une fois la particule franchit cette zone, donc il peut sortir du noyau. Parce qu'à partir de xm, l'énergie est supérieure au potentiel. Donc l'intégrale sera entre x0 et xm de moins 2 q. Donc q a priori dépend de x, d de x. Donc log de t est égal à l'intégrale de x0 à xm moins 2, et on remplace q par cette valeur, c'est-à-dire racine de 2m, et v, on va le remplacer par v de x, parce que ici, ça c'était l'expression de tout à l'heure pour une barrière constante, et normalement là on a un potentiel qui dépend de x. Donc là, ce qu'on a fait, c'est tout simplement, on peut voir ce potentiel comme une infinité de potentiels rectangulaires. Et donc on va faire une approximation de barrières. Voilà, on va prendre des petits rectangles, des petits barrières. Et donc chaque barrière est d'épaisseur d de x. Et donc on a le droit de remplacer donc le q de x par v de x.
Et donc finalement on trouve 2m fois v de x, donc c'est k sur 4pi y0x moins e d de x. Donc voilà. Maintenant, bon, il faut intégrer cette expression. Donc pour intégrer cette expression, il faut simplifier un peu. Donc il faut avoir moins 2 fois la racine de 2m e sur h bar, l'intégrale de x0 à xm de la racine de k sur 4pi y0 fois e x moins 1, donc je suis factorisé par e, d de x. Donc si on pose donc ce terme-là, k sur 4pi y0, ça c'est xm, d'après la relation suivante. Voilà. Donc xm est égal à k sur 4pi y0e. Donc log de t est égal à moins 2 sur h bar, racine de 2me, l'intégrale de x0 à xm de la racine de xm sur x moins 1 d de x. Et là, on va utiliser, donc dans le formulaire des intégrales, cette intégrale vaut, donc l'intégrale dans le formulaire, c'est l'intégrale de x0 à xm de la racine de x moins 1, de x moins 1 moins, on va prendre de x, racine de xm sur x moins 1 d de x, donc c'est approximativement xm pi sur 2 moins 2 racine de x0 sur xm. Lorsqu'on remplace ça dans l'expression, ici, on trouve moins 2 sur h bar, racine de 2me, xm pi sur 2, moins 2 racine de x0 sur xm. Et donc finalement, log de t est égal à 4 sur h bar k sur 4pi y0e fois la racine de 2me x0 4pi y0e, donc on a 2e sur k, moins 2 sur h bar k sur 4pi y0 pi sur 2 fois la racine de 2m 1 sur, donc racine de 1 sur racine de e. Bien sûr, là j'ai remplacé xm par sa valeur, donc c'est pour ça que j'ai remplacé xm. J'ai remplacé xm par sa valeur qui vaut k sur 4pi y0. Alors ce terme est une constante. Donc e, racine de e fois e avec le e, donc ça se simplifie. Donc là il nous reste une constante, donc avec les h bar 4pi y0. Donc on va poser cette constante qui est là par a. Moins, donc 2k sur h bar 4pi y0 pi sur 2 racine de 2m, c'est juste une constante qu'on va l'appeler b. Et il reste racine de e. Et cette expression, donc c'est ce qu'on appelle la relation de Gamow. Ou précisément la relation de Gamow, Gondon et Gurney. Cette relation nous donne la probabilité qu'une particule alpha donc sort d'un potentiel colombien d'un noyau lourd.